Alors, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette troisième émission Dans le panier. Dans le panier ce soir avec un nouvel invité, Alain Perletot. Bonsoir Alain. Bonsoir les gars. Et puis bonsoir à Steve. Salut, comment tu vas? Ah, j'ai parlé trop fort. À chaque fois, ça fait le même coup. Hein. Voisin, comment vas-tu? Tu tripotes. Comment tu vas, voisin? Mais ça va bien, je te Troisième émission déjà, c'est pas mal, hein? Et on dit des stars. Objectif 1000, on s'arrête à 1000. Ça marche? Il fait la tête. Voilà ce que je dois subir tous les mardis. Je vois. Alors, Alain Perletot. Alain Perletot est né le 27 avril 1966, franco-suisse. Ah, bon bah. Tu vas pas dire. Ça commence bien. Mais Yverdonnois. Ah, ça va. Ouais, ça pardonne tout. Juriste à l'état de veau, divorcé, un enfant, une enfant qui s'appelle Anna. Ouais, alors ça, comme on en discutait tout à l'heure, avec un prénom comme ça, il n'est pas gâté. Non, c'est par rapport à mon épouse. Fille de caractère. Alors, commence le basket à Luzy, donc à Yverdon, en 1976. Donc, les télés étaient encore en noir et blanc. Joueur en LNB à Neuchâtel. Débute le coaching à 16 ans en sélection vaudoise. Puis assistant coach à Neuchâtel en 1990. Coach principal à Martigny jusqu'en 1999. Et enfin, son arrivée sur les bords du Léman, ici sous les couleurs de Riviera Basket, en compagnie de Patrick Macazaga comme assistant coach. Avec à la clé une finale de coupe en 2001 du côté de Fribourg face à Lugano et des demi-finales de championnat face à Vacalo et Lausanne, ainsi qu'une participation à la Coupe d'Europe. Et oui, Riviera Basket avait fait la Coupe d'Europe face à Télécom Portugal. On s'était pris une rincée, mais on a quand même fait la Coupe d'Europe. Champion suisse de Ligue B en 2006 avec le Vevey Riviera Basket. Une saison de coach de LNA, puis un retrait durant la saison 2007-2008 en cours de championnat, suite à un championnat qu'on qualifiera de difficile. C'est juste? Exactement. Ouais, difficile. Hein? Très dur. Puis elle continue à coacher la jeunesse. 2014-2015, assistant d'Antoine Monté au Vevey Riviera Basket. Si je me trompe pas, vous aviez fini deuxième du championnat. Exact. C'était quelque chose comme ça. Hein. Faut seulement y aller. Hein. Si je dis des bêtises, tu le dis. Hein. Responsable technique du VRB lors de la saison 2016-2017, puis reprise de TRB, Team Riviera Basket U17, et la première équipe de Blonay. Et depuis cette saison, assistant coach du BBC 3 Taureaux aux côtés d'Antoine Montet. Et maintenant, Alain Perletot. Qu'est-ce qu'il fait, Alain Perletot, dans le basket? Dans le basket, il a pris une petite pause. Donc, il va se faire un été tranquille. Pas de soucis de recrutement. D'accord. Et puis, il va aller se voir quelques matchs, je pense, s'ils ont lieu. Et puis, il reverra ça l'année prochaine. Mais il a vraiment mis le basket un petit peu de côté parce qu'il fallait un petit peu se reposer après cette saison un peu mouvementée à Trois-Torrents. Mouvementé à cause du Covid. Exactement, oui. Sinon, la saison était bonne. La saison était excellente. Et puis, on s'apprêtait à faire une finale de Coupe Suisse contre l'Ogre fribourgeois. Mais voilà, sur un match, tout est possible. Mais il n'a pas eu lieu. Et puis, il n'a pas eu lieu. Ouais. Donc, je fais partie de ces coachs qui sont qualifiés pour une finale qu'ils ne joueront jamais. Pas mal, ça. Ouais, il en faut, mais t'en fais partie. C'est triste, c'est désolant. Ça compte dans le palmarès, quand même. Je peux le mettre sur le CV, oui. Alors, ma première question, bien sûr, chers internautes, vous avez le droit d'y participer. Hein, nous, on a nos questions, mais vous avez le droit de poser les vôtres. Pourquoi passer de coach principal à assistant? Moi, c'est des choix de la vie, c'est-à-dire que dans ce cas-là, ma profession prenait de plus en plus de place. Et puis, j'avais commencé par assistant, mais assistant de... Là, c'est un petit accent valaisan, t'as entendu ça? Assistant valais. Ouais. Du haut valais. Un coach américain. Faut différencier le haut valais et le bas valais. Un coach américain à Neuchâtel où j'avais beaucoup de plaisir. J'avais même failli partir aux États-Unis et être assistante en université. Carrément. Mais les $500 et le repas gratuit ne suffisaient pas à me contenter comme assistant vidéo. Mais voilà. Puis après, assistant de Patrick Macazaga, pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans le coaching. Je pense que c'est une des personnes que je juge les plus compétentes que j'ai rencontrées dans ma petite carrière de coach suisse. Et puis, d'ailleurs, ça se réfère, hein, chaque fois que vous demandez à certains joueurs, ils vous citent tout de suite le nom de Patrick, même des joueurs qui jouent en NBA, hein, d'ailleurs, ils vous citent son nom. Et puis ensuite, après, comme j'ai pris ce coaching en LNA, je me suis vite rendu compte quand même que si tu es coach amateur suisse et que tu veux coacher à haut niveau en Suisse,
tu ne peux pas. Parce que c'est compliqué de travailler, de sortir de ton boulot à 5 heures du soir et d'entraîner 5 fois par semaine, 1h30, de finir à 11 heures dans la salle. À un moment donné, si tu t'épuises. Et puis c'est ce qui m'est arrivé. C'est pour ça qu'après j'ai préféré devenir assistant. Et j'étais assistant seulement d'Antoine. Parce que c'était mon assistant avant. Et puis comme il était un jeune coach prometteur à l'époque, eh bien je me suis dit je vais lui donner un petit coup de main. Puis cette année il m'a demandé de venir. Et puis je lui ai redonné un petit coup de main. Ouais, c'est vrai que les deux vous êtes toujours bien trouvés à plusieurs périodes dans cette vie basketballistique. Mais qu'est-ce qui vous rapproche les deux? Ce qui nous rapproche, d'abord l'amitié. Antoine a été mon joueur. Il a été joueur ça explique plein de choses. Ça explique plein de choses. Et puis c'était un joueur qui était... quand on est coach, il y a quand même certains joueurs, on sait qu'ils finiront coach. C'est pas par rapport à leur valeur, mais c'est par rapport à leur mentalité. Et toi, tu sais, comme quand tu es entraîneur, tu sens ça. Tu sens que certains joueurs, moi, lui, je pense qu'il va faire coach, il va faire un bon coach. Et ça, c'est souvent le cas. Antoine, c'était le cas. C'était quelqu'un qui avait très très peu de moyens physiques et puis qui se donnait à fond et puis qui comprenait bien le jeu. Donc c'est comme ça un petit peu qu'il a viré sur la mauvaise pente. La mauvaise pente. En devenant coach, n'est-ce pas, Steve? Parce que les coachs ont toujours tort, c'est ça. Tout le monde a une équipe, il y a toujours des joueurs qui vont dire mais non, il a fait une mauvaise décision, il n'aurait pas dû faire ça. Donc ça doit pas être facile d'être... c'est ou coach ou arbitre en fait. Bon, arbitre c'est pire parce que eux là... eux ils n'ont pas trop de chance, ils se font détruire par tout le monde, quoi qu'ils fassent les pauvres. Même quand l'équipe gagne, des fois ils arrivent à reprocher à l'arbitre. Donc, mais c'est vrai que coach, ça doit pas être une situation facile parce que il y a beaucoup d'ego à gérer. Comment tu faisais parce que déjà première question, comment tu faisais pour gérer les égos forts dans tes équipes? Et deuxième question, la différence entre tes équipes féminines et masculines. Ouais, alors concernant la gestion des joueurs, tu apprends. Quand tu es jeune coach, tu fais plein d'erreurs. Ouais. J'en ai fait plein. J'ai maltraité des joueurs à l'entraînement. J'avais une réputation de quelqu'un qui hurlait tout le temps. Puis après, avec l'âge, tu apprends de la sagesse. Et puis tu commences à comprendre que la gestion humaine sportive, c'est quand même un métier. Et puis j'ai suivi pas mal de cours quand même en managing. Ok, intéressant. Pour comprendre un petit peu les caractères de mes joueurs. Ouais. Et puis petit à petit, tu apprends comme ça, avec l'âge aussi, il y a des choses qui t'énervent plus, quoi. Tu vois, comme coach, et puis tu sais à l'avance que ton joueur, tu sais qu'il va faire cela, mais tu vas pas changer grand-chose, tu vas utiliser ça différemment. Et puis au niveau du basket féminin et du basket masculin, finalement, c'était ma première expérience à haut niveau, avec les filles de Trois-Torrents et Antoine. Et j'ai eu beaucoup de plaisir. Ouais. Et j'ai trouvé qu'il n'y a pas trop de différence, mis à part, c'est clair, l'intensité physique, mais les filles ont de l'intensité. À leur stade, elles ont vraiment de l'intensité. Et puis au niveau de la compréhension du jeu, il y a des filles qui sont meilleures que des garçons que j'ai coachés en Ligue nationale. Okay. Ça, c'est sûr. Ouais. On veut des noms. C'est vrai. Mais par contre, il y a un truc, chez les mecs, tu leur dis, bon, tu fais ça comme ça, souvent, tu n'as pas de question, le mec, il fait. Ouais. Et puis, chez les filles, tu dis comme ça, non. Tu dois expliquer, bien démontrer, bien expliquer. Par contre, après, c'est tip-top. Ça roule. Ouais. Et par rapport aux garçons, ça, c'est un petit avantage. Okay. C'est comme le ménage, la vaisselle. Aïe. Et là, c'est fini. LGBT sur le dos. On a perdu s'il y a encore du public féminin. Mais c'est vrai que chez les filles, il y a quand même une intensité. Ouais. J'étais très étonné en tant que coach masculin. Et puis, les nanas, c'est comme les mecs sur le terrain. C'est pas de cadeau. Il y a des inimitiés, il y a des duels. Elles sont dures, contrairement à ce qu'on peut penser, quoi. Et ça, c'était sympa. Comme expérience, c'était sympa. Une belle expérience pour toi, alors. Ouais, une belle expérience. Et puis d'ailleurs, Trois-Torrents m'avait demandé de poursuivre l'aventure, mais professionnellement, et puis je voulais faire un petit break, j'ai refusé. Mais si j'avais eu le temps, je pense que j'aurais fait une saison supplémentaire. Ouais. Avant que tu enchaînes avec une prochaine question, voisin, parce que tu as parlé de Patrick Macazaga, à quel point il t'a influencé dans ton coaching? Alors, parce que tu disais que au début, tu étais un coach qui criait beaucoup. Peut-être que je me souviens de Macazaga parce que je l'ai vu quelques mois là, avant de partir en France, et je me souviens qu'il gueulait beaucoup. Est-ce que ça t'a influencé
sa manière de coacher, sa manière d'approcher les matchs? Ouais, je dirais pas que Patrick était un coach qui hurlait, parce que moi, je l'ai toujours connu très très calme aux entraînements. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, beaucoup de joueurs l'ont dit, mais moi, c'était le fait qu'il était vraiment très très organisé. Il planifiait tout, et puis il était très très bon dans le scouting des adversaires pour casser les systèmes. Et ça, franchement, il était pour ça. J'ai pris exemple sur lui. D'ailleurs, beaucoup de coachs ont pris exemple sur lui en Suisse, parce que votre invité la semaine prochaine, je l'ai quand même croisé. On va dire qui c'est. Bon, c'est Phil Jackson. Dans les hauts de la salle de Clarence, quand il y avait Blonay qui s'entraînait et qui prenait des notes quand Patrick entraînait à Blonay l'année d'avant Riviera. Ok, intéressant. Vous lui poserez la question s'il se rappelle un peu comme ça. On lui demandera. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous trouvez qui sera le prochain invité. Quoi, il y a quoi à gagner? Un bisou du voisin. J'ai pas mis le t-shirt d'une poussette aujourd'hui. Pas des glaçottes, celle-là. Ah, salaud. Ça va pas sortir. Alors moi j'ai une question. Comment réaliser ou comment réguler un poste à 100% dans le privé et un poste de coach? Comment vous faites? Écoute, c'est une question d'organisation. C'est pour ça que je te disais que des fois tu t'épuises, parce que tu organises ta saison. Le job de coach, il ne s'arrête jamais. Tu le sais, vous le savez. L'été, le coach, il n'a pas de vacances. Oui, il prend 2 semaines de vacances avec sa famille. C'est ce que j'ai connu avec les coachs pro pour lesquels j'étais assistant. Mais même pendant ces 2 semaines, les téléphones sonnent, le recrutement se déroule, ça s'arrête vraiment jamais pour un coach. Et puis quand tu es amateur, tu dois vraiment t'organiser. Vraiment t'organiser, préparer ta saison à l'avance. Il ne faut pas qu'il t'arrive trop d'embrouilles, quelque chose qui ne se passe pas comme ça. Mais c'est vrai que si tu n'es pas organisé, tu t'épuises vite. Est-ce que les salaires en tant que coach, on sait qu'ils sont bas, mais est-ce que tu penses que c'est un frein justement parce qu'on sait qu'il y a peu de coachs qui font ça à 100%, mais est-ce que c'est principalement à cause de ça? Non, je pense pas que c'est un frein. Le coach, c'est une personne passionnée. C'est à la base, si tu es coach de basket, c'est que tu aimes ce sport, tu adores ce sport. C'est pas joueur, c'est la même chose. Et tu joues pas pour l'argent au départ. Rappelle-toi, quand tu es tout petit à Yverdon, sur les terrains de l'usine. Il a bien changé. Parce que je suis le seul qui n'est pas payé à cette table. Je t'avoue pas dire. Tu sais qu'on fait des millions avec cette émission. Oui, il paraît. Les sponsors, on doit les refuser tellement. Donc c'est une passion. Et puis c'est clair que les salaires que j'ai connus quand j'étais coach à Martigny ou quand j'étais assistant coach à Union de Châtel ou même assistant à Riviera, c'était pas mal d'argent à l'époque. Mais le basket... pas mal, c'est combien? Tu peux dire un peu? Je peux vous dire, je touchais à Riviera 3 000 francs par mois. Comme assistant? Tout à fait. Et maintenant, c'est impossible d'avoir ça, quoi. Mais c'est un coach qui touche ça. Voilà. Mais c'est triste. 3 000 tu veux connaître les salaires? Non, mais alors, imagine, c'est pour ça que je dis... Et je vous parle pas de Martigny, où je remercierai toujours les frères Michelot, qui étaient vraiment des gens qui étaient passionnés de basket. J'étais à 4 000 francs à Martigny. Et puis j'avais une voiture et il y avait les frais d'essence. Donc ça a bien changé. Non, mais le basket suisse a évolué avec l'économie. Il y a eu un désintérêt, des gros mécènes ont disparu. Et finalement, tu touchais plus cet argent-là. C'est pour ça que je me demande, même si tu as la passion, au bout d'un moment, tu te poses des questions. J'ai la passion, mais je veux manger un peu de viande à la fin du mois. Alors là, maintenant, c'est plus dans mes critères. L'âge que j'ai, c'est plus dans mes critères. Le seul critère que j'ai, je suis comme tout le monde, je veux juste que ça ne me coûte pas un sou. Donc, 3 Torrents, je les remercie, ils m'ont remboursé mes frais. Mais je sais que les clubs n'ont aucun moyen en Suisse. Il y en a 2 qui ont des moyens. Tu les connais. On sait qui c'est. D'ailleurs, il y a ton frère qui joue dans un. Et puis, j'ai joué dans un autre. Et puis les autres, ça monte, ça descend, on te promet des choses. C'est vrai qu'on va pas se mentir, c'est que Fribourg et Genève sont les 2 clubs qui ont le plus de moyens en Suisse. Après, il y a Neuchâtel qui est derrière, mais du coup, ils arrivent à attirer les meilleurs coachs et aussi les meilleurs joueurs. Mais c'est normal, le joueur, il aime bien aussi aller dans un endroit où il se sent confortable. Et puis tout entraînement, ça mérite salaire quand même. Mais ils n'ont pas que le meilleur budget. Ils ont aussi des bonnes structures. Oui. Parce que l'argent ne fait pas tout. Exact. Déjà, Fribourg et Genève, les structures sont top. Et je prends un exemple de Boncourt. C'est que Boncourt, ils n'ont pas forcément des gros moyens, mais par contre, ils sont structurés. En tout cas, j'ai le souvenir d'Antoine Petitjean,
quand j'y étais. Et puis, il a été coach pendant de nombreuses années. Et puis là-bas, c'était vraiment bien réglé. Il y a un centre de formation. Il y a tout qui était vraiment bien organisé, malgré le fait qu'ils n'aient pas un gros budget, quoi. Ils n'ont pas un gros budget, mais peut-être que s'ils n'ont pas un gros budget pour la première équipe, c'est parce que leur centre de formation leur coûte. Et oui, hein, c'est la logique économique. Et tant qu'ici, il n'y aura pas à Vevey un centre de formation, tant qu'on ne voudra pas mettre de l'argent là-dedans, et qu'on pensera qu'il faut des résultats et qu'on pense que la vitrine, c'est cela, on n'y arrivera pas. Parce qu'on a tenté la chose avec Riviera à l'époque, on avait fait cette fusion, les gens n'étaient pas contents, mais finalement on a quand même eu des titres avec les jeunes, c'était les meilleurs jeunes de Blonay de Vevey, puis on pensait avoir un centre de formation, ça ne s'est jamais passé. Et puis là, tu peux oublier pour la suite, pour le futur de ton club en fait. Non, ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher, mais c'est un investissement à long terme qui peut te ramener... Exactement, c'est un très très bon investissement. Et puis les basketteurs suisses, ils ne sont pas plus mauvais que les autres. Hein. S'ils s'entraînent comme les autres à la même cadence, s'ils font 3 entraînements ou 2 entraînements par jour, les jeunes, ils se développent physiquement, ils sont tout aussi talentueux qu'un basketteur français, espagnol ou yougoslave. Hein. C'est juste la quantité de travail et puis le professionnalisme du travail. Mais ça s'est quand même professionnalisé par rapport à mes débuts de coach. Ouais, ça s'est professionnalisé. À mes débuts de coach, quand j'étais assistant à Neuchâtel, il y avait mon frère par exemple, ces joueurs-là se préparaient eux-mêmes. Les joueurs se préparaient eux-mêmes. Ils n'avaient pas, comme toi, de préparateur physique, ils n'avaient pas de personnes compétentes. Il y en avait 1 ou 2 en Suisse. C'était Jean-Pierre Heger, voilà. La légende. Jean-Pierre Heger, la légende. Et puis il y en a peut-être un autre. Voilà, exactement. Il y en avait un autre. Mais c'est tout. Et les joueurs qui s'intéressaient à la préparation physique allaient vers eux et ils se préparaient tout seuls. Donc tu vois un peu des fois les erreurs qu'ils pouvaient commettre. Mais après, ça s'est professionnalisé, je trouve. Et le fait qu'il y ait des personnes comme toi au niveau de la préparation ou même des coachs un peu mentaux dans certains clubs. Hein. On saluera bien Mattia Pifaretti pour ça, ancien joueur de Puy, qui a joué avec mon frère. Et puis c'est intéressant parce que tu sais que j'avais mandaté pendant ma saison c'était ma saison à Montaix. J'avais fait quelques séances de préparation mentale avec lui. Exactement, oui. Et puis ça s'est beaucoup amélioré par rapport à l'époque que j'ai connue. Maintenant, il y a toujours le même problème, quoi. C'est une question de nerf de la guerre. Dans certains clubs, il n'y en a pas. Moyens, et puis les gens veulent quand même y aller, veulent quand même avoir une équipe en première division. Et puis c'est des hauts et des bas. Et puis voilà. Une question de Marco Scherer qui malheureusement qui ne pouvait pas participer ce soir, enfin à regarder l'émission. Attends, elle est polémique ta question? Pas de polémique. Non, alors il me demande pourquoi M. Perletot a refusé sa proposition d'engager Patrick Pembele pour la première ligue de Blonay et assistant Ligue A et responsable TRB pour que toi tu prennes la place 2 semaines après. Donc on parle de la saison. Ça pique. Ça pique. La saison en fait où Marco Scherer était responsable technique, donc de 16-2017. Non, de 7-18. Enfin, il y a 2 ans. Voilà. Ça pique, mais on aime bien les questions piquantes. Ouais, c'est une jolie question. Écoute, déjà Marco, j'en ai aucun souvenir. J'ai aucun souvenir de cette histoire. Je me rappelle de nos séances avec toi et puis d'autres personnes du comité interminables où on devait scoltiner certains énergumènes qui sont maintenant présidents dans d'autres clubs. On veut des noms. Et puis, mais je n'ai plus aucune idée, non. Mais Patrick est un ami, faut pas lui rappeler ça parce que à la limite il va plus me saluer. Non, je rigole, mais alors, je me rappelle plus. Sincèrement, Marco, je me rappelle plus. Et je suis pas sûr que je voulais vraiment le job en première ligue. Je suis pas sûr. Ok, il n'y a pas de souci, tu as répondu, il n'y a pas de problème. Merci pour la réponse et merci pour la question piquante. On aime les questions. Piquante. Non, pas de piquante. C'est pas piquant, ça va? Non, ça va. Écoute, question suivante. Qu'est-ce que tu regrettes dans tes choix passés ou qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Alors, c'est comme tout, hein. On apprend quand on est coach. Quand j'étais assistant, je regrette quand même d'avoir pas fait preuve d'assez de personnalité au niveau de mon assistanat. Quand j'étais assistant de Patrick, on m'a souvent jugé ou considéré comme son sosie. J'étais le bon assistant, très loyal, très fidèle, le petit chien à Patrick en fait, tu vois, le petit toutou. Carrément. Et il m'envoyait faire le sale boulot, et puis là j'ai regretté parfois d'avoir fait le sale boulot. C'est quoi le sale boulot? Le sale boulot pour un assistant, c'est quand un coach il n'a pas vraiment d'arguments pour renvoyer un joueur à la période des transferts, mais qu'il envoie l'assistant pour lui raconter des bobards ou des choses comme ça. Et j'ai 3 cas où je regrette vraiment, mais je me suis excusé auprès des gars.
Ils se reconnaîtront, Paul Middleton, Samba Makalamba et Denervo. Okay. En plus, tu vas dans cette séance, Patrick me dit j'en veux plus. Bon, ok. Le pauvre Denervo, je lui ai écrit parce que franchement, ça m'a fait vraiment du mal au cœur quelques années plus tard. Il avait fait des super matchs. Il avait fait des super défenses sur un gars qui s'appelait Robert Margot, qui était un très très fort joueur. Un petit meneur. Voilà, un petit meneur. Et on s'en séparait après les 2 matchs. Donc tu es assistant et tu vas là-bas, et puis tu n'oses pas dire à ton coach, non mais tu veux que je lui raconte quoi? Je ne vais pas lui dire qu'il a été mauvais, il a fait 2 super matchs. La même chose pour Paul. Et puis, Makazaga te disait quoi alors? Que tu lui disais ça? Je ne vais pas lui dire qu'il était mauvais, il était bon. Ben, tu te débrouilles, tu trouves les stats, tu fais la saison, tu regardes un petit peu, et puis j'ai dû trouver des arguments. Puis quand tu es jeune assistant, qu'est-ce que tu veux répondre quand le joueur il te regarde, puis il fait mais Alain, on sait bien pourquoi. Voilà. Tu te sentais bien aimé par les joueurs? Alors, bien aimé... t'es pas là pour être adoré, on est bien d'accord, t'es là pour faire un job. Alors, oui, c'est-à-dire que quand tu es assistant, tu as un petit statut spécial qui fait que si tu prêtes l'oreille, les gars, ils aiment bien te parler, ils aiment bien se plaindre, ils aiment bien te donner les complaintes. Alors après, toi, tu choisis. Hein. Ça, c'est un peu dur dans le rôle d'assistant. Il faut faire la part des choses. Tu fais une psychothérapie après avec ça. Puis, tu choisis. Mais ouais, je pense que j'étais très apprécié. Puis après, j'étais un peu clown. Donc, disons, j'étais un peu maladroit. Je suis quelqu'un de maladroit. Puis des fois, je jouais. Un clown? Non, on dirait pas comme ça. Mais je jouais. Et j'étais le 10e sur le terrain. Mais alors, quand tu es assistant et que tu es le 10e sur le terrain, ça, et les jeunes assistants, je leur passe ce message, refusez toujours. Parce que les mecs, je te garantis, qui te le font payer. Hein. Les écrans de Greg Hamann, les blocs de je sais plus quel américain qui me regardaient dans les yeux, mes lunettes ont giclé 3-4 fois, ça faisait rire tout le monde. Et puis moi, comme j'étais un peu compétiteur et puis un peu nerveux, je piquais la crise. Des fois, je sortais de la salle comme ça et ça faisait rire tout le monde. Mais c'était sympa. T'imagines un peu la scène? J'imagine bien la scène. Mais c'est vrai que c'est le rôle. Hein. L'assistant, il a quand même le rôle d'être quand même apprécié par les joueurs, parce que le coach, lui, a le mauvais rôle du bon papa ou du père fouettard un peu parfois. Mais alors, quand tu étais coach, tu te sentais aimé? Alors, quand j'étais coach, c'était différent. Je recherchais pas l'amour de mes joueurs. Je me sentais apprécié dans certaines choses, oui. Mais dans d'autres, je sais que j'étais pas du tout apprécié. Quand j'arrivais, tu parles de quoi? Quand j'arrivais à l'entraînement en tirant la gueule, les gars, ils savaient. Mais pourquoi tu arrives à tirer la gueule? Parce que j'avais passé une mauvaise journée et puis il fallait que je me défoule sur quelqu'un. Les coachs, c'est des êtres humains, hein. Donc mais c'était pas très pro. On apprend, hein. J'étais jeune, on apprend. Et puis finalement, après, je me suis calmé. Un jour, un joueur qui s'appelait Gordon Firic, qui était un extraordinaire joueur, qui avait fait une pige au VV Basket quand on était en Liga, qui est un type qui avait été meilleur marqueur en A2 italienne, un bosniaque. Puis je débarque, là ça m'a fait réaliser, tu apprends toujours comme ça. J'entre dans la salle, puis je tire la tête, je sais pas pourquoi. Et puis il me regarde, il me dit, coach, ça va? Puis toi, je le connaissais depuis une semaine. Puis je dis, ouais. Mais coach, souris un peu, c'est cool, on a l'entraînement. Et puis là, je m'étais dit, ouais, merci Gordon, ouais. Il avait vraiment, ouais. Puis ça m'avait marqué, puis j'ai dit, ouais, t'as raison. Finalement, pourquoi faire la tronche quoi? Pourquoi faire la tronche? Vas-y, puis si ça se passe bien, ça se passe bien. Tu t'énerveras si ça fait la 10e fois que tu dis la même chose à un type, mais c'est tout quoi. Ça s'arrête là quoi. Mais t'apprends. Je suis devenu beaucoup plus calme sur un banc, beaucoup plus calme à l'entraînement. Ouais, mais c'est normal, puis, avec teint bain. Ouais, avec mon teint et bain, puis surtout tu veux pas te prendre une crise cardiaque quoi. Et c'est quoi le type de joueur que tu adores? C'est-à-dire dans l'attitude ou dans les qualités basket? Ah ben moi j'ai eu la chance quand même de côtoyer des très très bons joueurs en Suisse. Ça je l'avoue, des très bons joueurs suisses, des très bons joueurs étrangers. Alors le joueur, bien entendu, j'en reparle toujours, mais c'est devenu un ami maintenant, hein, même s'il fait beaucoup trop de bodybuilding et puis de séances sur Facebook, c'est Herman Alston. Parce que c'est une personne qui avait un esprit de compétiteur et de gagnant dans n'importe quelle circonstance. Et puis après, c'est un type qui était intelligent, qui a été intelligent pour gérer sa carrière, avec l'âge, avec tous les... Peut-être qu'il peut avoir des pépins physiques, mais je n'ai jamais connu Herman avec un pépin physique. Et puis, les gens oublient, mais Herman, il a échoué 2 fois au camp des Knicks et des Celtics, et il était dans les derniers coupés en NBA. Et il venait d'une 3e division en université. Ah ouais. Et une énorme personne, un super type, vraiment très pro. Et puis avec Herman, comme on disait, quoi, ok, la semaine, tu le laissais tranquille. Il faisait ses petits shoots, ses petits trucs. Mais après,
Dès que la balle était jetée au milieu du terrain le samedi à 5h30, tu savais qu'il répondait présent. Tu savais que Herman était présent. Comment tu gères ça justement, tu dis que tu le laissais tranquille la semaine, mais les joueurs... Ça rendait fou Antoine qui était mon assistant. Jeune assistant, il ne comprenait pas. Voilà, c'est la question que je te pose. Exact. Dans la gestion, comme ils disent aux États-Unis, du personnel, tu es obligé, comme coach, de faire des différences parce que tu as des individus différents et le but, comme tu dis, c'est de faire passer le message à l'équipe. Alors si le joueur en question que tu ménages tous les samedis, il te plante tes 40 pions, t'inquiète que tous les autres joueurs, ils vont pas dire un mot. Ils vont pas dire un mot. Et surtout, en plus, s'il fait des passes, etc., s'il joue dans l'équipe. Après, c'est clair, si le joueur il te donne pas une satisfaction, il faut que tu ailles lui parler et puis le voir. Mais c'est vrai que tu te comportes différemment avec certains. Les rookies, tu connais. Hein. Les rookies sont les souffles-douleurs, un petit peu. Les joueurs avec de l'expérience, on se comporte différemment. Steve, tu peux t'en parler. Hein. Au début de sa carrière, les coachs ne se sont pas comportés la même chose que sur la fin de sa carrière. Je veux dire, c'était le meneur de jeu. Au début, voilà, on le faisait beaucoup de conseils. Puis petit à petit, Steve Louisin, maintenant tu me mènes l'équipe. Et puis, j'ai pas grand-chose à te dire sur le game. Tu vois. C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que ça... y a des coachs c'est surtout les coachs à l'ancienne, j'ai l'impression, qui peu importe le joueur qu'ils vont avoir devant eux, je sais pas si c'est bien ou mauvais, mais ils vont gueuler, peu importe que t'es la star ou... tu donnes un nom aussi, non, moi je pense pas qu'ils réagissent comme ça. Je pense que c'est des personnes qui sont peut-être très très perfectionnistes, qui disent souvent tout ce qu'ils pensent, mais peut-être qu'ils n'ont pas le bon moyen de communication avec la personne en question. Et c'est à eux de se remettre en question. C'est pas forcément aux joueurs. Et moi, j'ai connu, je vous dis, que ce soit tant Patrick Magazaga ou bien même cet coach américain, ils se comportaient vraiment différemment avec chaque joueur, pour les motiver, pour leur trouver les petites choses. Il y en a qui aiment bien le trash talking, qui aiment bien qu'on les pique avant les games. Voilà, Steve, t'as vu, j'ai vu l'interview de machin, il a rigolé, aujourd'hui il va mettre 40 pions parce qu'il sait que c'est toi qui défends. Tu vois, il y a des coachs qui te disent ça, mais toi en tant que joueur, tu dis, une petite blague, mais quand même, je vais lui montrer. Donc, t'as vu ton pourcentage là, ou au contraire, si tu sais que t'as un joueur qui est un peu faible mentalement, tu vas dire, c'est pas grave, ça va aller. Exact, tout à fait. C'est vraiment une gestion personnalisée, Ça, je l'ai appris avec ces coachs pro, quoi. Le fait de traiter tout le monde la même chose, je suis pas forcément sûr que ça passe bien. Alors, tu me dis, oui, peut-être ce coach, il hurle. Oui, mais peut-être qu'il va pas dire la même chose aux rookies qu'aux joueurs professionnels. Au professionnel, il va lui dire, mais tu commences à me casser les bonbons parce que ça fait 10 fois que je te dis qu'il faut pas faire ça, puis tu le refais encore une fois. Pour ça, peut-être qu'il est intransigeant avec les joueurs. Mais ce style de coaching, franchement, il a quand même un peu disparu. Quand tu regardes des matchs d'Euroleague, moi j'ai vu beaucoup d'Euroleague, les coachs, tu les vois pas hurler sur les joueurs comme ça. Ils sont pas beaucoup à le faire. Et puis s'ils le font, c'est qu'ils ont le droit de le faire, comme Obradovic. Mais il a gagné 8 ou 10 Euroleague. Donc toi, quand tu vas là-bas, t'as plus rien à dire. T'as plus rien à dire. Mais c'est vrai que dans la gestion humaine, le coaching c'est intéressant. Tu apprends tout le temps en fait. Est-ce qu'on a des questions Non, pas encore. Il y a des commentaires d'Antoine Montet. Hé Antoine, salut mon ami, comment tu vas? Il doit être sous Prozac là. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais je pense que c'était par rapport à mes remarques sur mes blagues misogynes, je pense. Oui, d'accord. Bravo Antoine. D'ailleurs Antoine, mais à chaque fois je le répète, mais c'est un des seuls coachs qui est coach à 100%, qui ose, qui est tellement passionné et qui se lance à 100% là-dedans. Avec les risques, que ça porte. Là, en ce moment, il a pas de club, mais ça va venir. Ça change pas. Sa passion, elle reste. Et puis, chapeau quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, non, moi je vais faire ça à 50%. Puis lui, il a dit oui, non. mais Steve, je répète, ça fonctionne pas, ça. Dans le haut niveau suisse, même dans le haut niveau suisse, ça ne fonctionne plus. Parce que tu peux pas être à 50% ou à 100% à la journée au boulot et puis te pointer avec des types. Mais pourtant, il y en a beaucoup qui le font encore. Mais c'est pas la bonne solution. Non, il faut des coachs professionnels. Et il y en a en Suisse, c'est ce qu'on dit. Il y a des coachs pro suisses, mais les clubs suisses, il faut qu'ils aillent chercher un Russe à l'autre bout du monde, un Espagnol venu de nulle part, alors que je pense que quelques coachs pro suisses, il y en a, quoi. Et puis Patrick, Antoine, donc c'est même le coach des filles de Winterthur. Donc à un moment donné, il faut quand même se dire, il y a quand même des gars qui sont passionnés et qui travaillent pour ça. Alors on est d'accord, c'est pas des salaires mirobolants, mais tout l'investissement, tout ce qu'ils t'apportent dans un club,
Trois Torrents, quand même, il a bien progressé sous l'ère Antoine, hein, et puis Patrick, il a fait aussi du bon boulot à Montaix. Je pense qu'il faut que les dirigeants suisses se posent un peu des questions par rapport à ça. Il y en a quelques-uns qui sont encore à l'étranger, hein, comme Karim, Rémil, mais un jour peut-être qu'il reviendra en Suisse, c'est pas sûr. Hein, mais... non, il faut pas être comme ça, mais je pense qu'à un moment donné dans ta carrière, tu sais, il y a un truc que m'avait dit un jour Patrick Macazaga, parce que moi je lui mettais jeune coach suisse, puis je lui dis ah mais tu sais mais qu'est-ce que tu fais là Patrick, qu'est-ce que tu fais là? Je dis mais il me dit mais mon métier c'est ça. Le coach américain me disait ça aussi, mais mon métier c'est ça, c'est coach de basket, et je dois être capable de coacher n'importe où dans le monde. Et donc si je dis en Suisse pour un certain salaire, eh bien je dois connaître le niveau puis coacher. C'est pas une question d'argent, c'est une question de passion. C'est pour ça qu'il y a des coachs qui se mettent à coacher au Koweït, en Afrique du Sud, dans des pays improbables, mais parce que c'est leur métier et puis ils n'ont pas de boulot. Et puis ça me fait penser à Ivan Rudez, le coach que j'ai eu à Genève. Je me souviens, il me disait que quand il a commencé le coaching, tout jeune, et puis il me disait il avait la même attitude que maintenant. Et puis il faisait des scouting reports, il faisait des préparations de match, il travaillait autant que maintenant. Et puis il disait que bon, c'est pas parce que tu es un amateur que tu dois travailler comme un amateur. Ah non. Et puis il a gardé cette même mentalité, puisqu'il a. Là, il fait une bonne petite carrière là, en ce moment. Il a fait une bonne passe à Genève, et puis là, je crois qu'il comme dit, comme on disait, c'est de l'honnêteté avec toi-même comme coach. Si tu te sens capable de faire tout ça, et de faire ce scouting, de t'occuper de ton équipe, de gérer ta saison, ben vas-y quoi. Si tu ne te sens pas capable parce que tu dis non mais je vais faire les choses à moitié, c'est ce qui m'est arrivé un peu une saison, ben non, t'oublies, pose les plaques. Prends-toi un petit moment pour réfléchir, pour te redonner un peu d'énergie, parce que c'est quand même un des métiers les plus prenants que je connaisse. Hein. Ah ouais? Ouais, franchement, je fais de la gestion humaine professionnelle, ça n'a rien à voir. Hein. Alors il y a un petit truc qu'on adore tous, c'est le samedi, le match, l'adrénaline. Le coach, il est un peu comme le joueur, il attend ce moment, et il la veut cette adrénaline, avec le public derrière, hein, qui essaie de t'encourager. Mais tout le reste, c'est quand même très très prenant, et puis je trouve que ça peut être très stressant pour un coach. Alain, dis-moi. J'ai une question d'un internaute, mais je ne vais pas dévoiler son nom tout de suite. Je pense que Alain Perlotto devra trouver qui en est l'auteur, mais à mon avis, il risque de trouver facilement. Est-ce que tu as déjà entraîné un président? Un président? Oui. Un président. Alors, j'ai jamais entraîné président. Un président du basket. Oui, on reste au niveau du basket, bien sûr. J'ai déjà entraîné un président de club. Pas forcément de club. Un président. Alors, son prénom, c'est Giancarlo. Alors oui, j'ai entraîné Giancarlo. Ah ouais? Exact, ouais, je le salue bien. Je l'ai entraîné en sélection vaudoise, Giancarlo. D'ailleurs, on l'invite, hein. Voisin, tu veux pas lui lancer une petite invite? Pour tout, mais là, il y aura les vacances, il est débordé, là. Ouais, j'ai entraîné Giancarlo en sélection vaudoise, ouais. En sélection vaudoise? Ouais, Giancarlo, il a fait du basket à Cossonay, il était un excellent joueur à Cossonay, ils avaient monté une belle équipe, là. Et puis j'ai déjà entraîné Giancarlo, ouais, c'est juste, ouais. Mon Dieu, j'en ai entraîné des types. Hein. Des fois, je me rappelle même pas leur nom, hein. Ouais. Tellement je suis vieux. Pour quel résultat? Alors écoute, mais je plaisante. Tu sais ce qui est important? C'est pas ça, c'est l'aventure humaine en fait. Tous les souvenirs, c'est pas les victoires qui te font souvent plaisir. Des fois, des saisons comme coach, mais c'est la vérité. Hein. Tu as des saisons très très difficiles, puis tu as apprécié autant qu'une saison victorieuse. Il y a un truc que les joueurs peut-être se doutent, mais en fait, quand on a fait des titres avec les joueurs, des fois, le coach, il le prévoit pas du tout, en fait. Quand on fait des titres avec les jeunes, c'est pas prévu. Quand tu fais des titres avec même un titre de Ligue B, ouais, ok, tu as une belle équipe, mais c'est des choses qui sont hors de contrôle pour toi. Garantie, hein, ouais. Non, mais c'est surtout pour le coach, des fois, il y a des choses... Puis il y a des choses que tu contrôles pas. Par contre, il y a des choses où tu veux contrôler, où tu veux te gérer, puis ça se passe mal. Puis là, des fois, c'est assez intéressant comme expérience aussi, comme coach, en tout cas. Alain, est-ce que... On sait que le camp Thabo Savlecha ne va pas avoir lieu. Mais est-ce que c'est pas dommage d'avoir annulé ce camp parce que justement maintenant que la situation est débloquée, vous avez pas été tenté de quand même remettre ça? Bah écoute, avec Kromutso et puis Thabo, on a hésité longtemps. Le seul souci, c'est que Thabo n'est pas là.
Donc on pouvait de toute façon pas l'organiser, même s'il y avait les 300 personnes et les règles de l'OFSP. Thabo ne peut pas, il est pas là, il est aux States encore, et puis il y a pour un petit moment. Il peut pas rentrer. Non, il peut pas rentrer. Donc finalement, on a préféré annuler, puis reporter à l'année prochaine. On fera un big truc. Voilà. Ah, dis-nous tout, on veut. Non, mais on va essayer de s'appliquer et puis de faire encore mieux que les saisons précédentes. Ça fait combien 14 ans, 14 ans que ce camp existe, depuis que Thabo est en NBA. Et puis les enfants, ils adorent. Ouais. C'est vraiment. Tu vois souvent des enfants qui reviennent année après année. Oui, il y a un taux de renouvellement de 60-70%. Ouais. Ah ouais. Et puis au début du camp, alors maintenant c'est un peu plus fun, mais même on a eu des bons joueurs. Ouais. Vincent Gaillard est passé. Il y a eu pas mal de Boris Mbala. On a eu pas mal de joueurs qui sont passés au camp, qui ont joué en Ligue nationale A en Suisse. Ouais. J'aimerais juste revenir là. Il y a le président Sergi là qui écrit « Tu m'as tout appris ». Oula, attends, c'est celui que... Non, plus sérieusement, Alain est un excellent coach. Bon, je pense qu'il est en train de chercher sa canne de chez son labrador. Écoute, c'est très gentil. C'est très gentil à toi, Giancarlo. C'est très sympa. Les fleurs sont pas chères. Profite. Non, mais il faut être positif. Non, mais c'est bien, c'est joli. Surtout, joli témoignage. Au-delà d'être... Enfin, t'es passionné. Tu aimes le basket. C'est ça le plus important. Tu vois. Et moi, j'ai la différence. J'ai vu la différence avec les coachs que j'ai pu avoir. Tu vois tout de suite le coach qui est passionné ou celui qui en a rien à faire. Alors, ça c'est dans tous les domaines. Oui, tu le vois tout de suite. Oui, mais je nuancerais parce que dans les coachs pro que tu as eu, des fois il y a des coachs qui voient comment la saison va se dérouler à l'avance. Il y a des types qui sont assez doués pour se dire oh là je vais à la catastrophe, où ils voient à peu près dans les premiers mois, ils se disent oh c'est la cata. Alors peut-être certains s'en détachent et puis ils se disent je vais passer à autre chose. Dans leur tête ils abandonnent. Mais les coachs passionnés, ça c'est sûr que tu les vois tout de suite. Je vois ce que tu veux dire, mais si je prends Pétard ou Ivan Rudez, deux coachs que j'ai eu. Et même si la situation était perdue d'avance, même si on avait eu 50 000 blessés, on allait arriver au match, les gars, on va gagner ce match. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, ouais. Et la passion, ça... Enfin, le gars il est passionné sûr, mais c'est aussi la mentalité. Oui. Mentalité de toujours vouloir gagner. Mais c'est ton job de coach. Ouais, mais c'est pour ça que je rebondis à ce que tu disais. De motiver les joueurs quoi qu'il arrive. Et c'est toi qui dois transmettre cette motivation aux entraînements et aux matchs. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas un bon coach. Mais je rebondis à ce que tu disais, c'est que quand un coach il voit même que la situation est morte, mais qu'il dit bon ce soir on va... Mais toi on a connu des comme ça, moi. J'ai jamais connu de coach comme ça. Je me souviens un match. Et je vais pas donner de nom. On est là pour ça. Je me souviens un match. Il était pas bien, il était dans une mauvaise passe. Peut-être. Sa femme l'avait quitté. Écoute bien. On commence le match. On prend 6-0. Et le coach, j'entends le coach, il dit bon c'est bon, on a perdu. Je dis quoi? Non mais c'était à quel niveau ça, jeunesse? En Liga, je te promets. Ouais. Et 6-0, il dit c'est bon, on a perdu le match. Non mais tu l'as entendu. J'ai entendu. Mais toi, t'étais le seul à l'entendre ou pas? Non, crois-moi, on a tous entendu. Ah d'accord, mais ça c'est pas bien, parce que je te rappelle quand même... à côté de lui avoir entendu. Je te rappelle quand même que comme c'est deux mondes... Pour dire, et c'est là que tu vois la différence entre, excuse-moi, le passionné et puis surtout aussi la mentalité. Exact, tout à fait. Mais il arrive que les coachs, on ait aussi des moments down, et puis qu'on sorte des horreurs sur les joueurs, mais les joueurs sont jamais là quand on les sort. Heureusement pour vous. Parce que non. Oh mon ami. Quand on allait avec Riviera Basket à Rouen, on avait été invités. Riviera Basket, première année, invité. Donc Herb Johnson, Brett Bison, José Colon, Michel Friedli, Pavle Barezic, toute cette équipe, on va à Rouen. Ouais. Donc tu vois le niveau qu'on avait. Là-bas, Villeurbanne, Dijon et puis Pau. Ah ouais. C'était Beugnot qui coachait Villeurbanne. Beugnot, on fait un match, puis on était dans le vestiaire, il y avait un type dans notre équipe qui était blanc comme un linge, c'était Herb. Parce que lui, il savait ce qui allait nous arriver. Les autres, les petits joueurs suisses, tu sais, on s'était entraîné dur, c'était lors de la 99. Hein. Les gars, ils faisaient beaucoup la fête, mais ils s'entraînaient dur la journée. Hein. C'était la fête des vignerons. Là. Et le seul qui était blanc comme un linge, c'était Herb, parce que lui, il savait qu'on n'allait pas passer le milieu du terrain. Je te jure, c'était Beugnot qui nous regardait et qui disait « Je te prends ton mort, Patrick, pour arrêter les massacres. » Mais c'était une belle expérience, quoi. Par contre, la soirée,
ben, les joueurs, eux, retournaient se coucher, hein, se reposer, ou ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et nous, on avait les soirées coach. C'est là que tu découvres qu'il ne faut pas qu'un joueur soit présent ce jour-là. Parce que je pense que là, ses oreilles chauffent, ou bien il se dit, mais vous êtes des sales types, en fait. Mais pourquoi tu m'as recruté? Mais les coachs, vous êtes des sales types, mais en fait, vous nous aimez pas. Non, c'était drôle, mais c'était très intéressant, ouais. Non, les coachs aiment leurs joueurs, mais il y a des limites quand même. Monsieur Perlotto, ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, moi je pense que c'est la montée de Ligue B en Liga. C'était mon seul titre national en Suisse, mais c'était vraiment un super souvenir, une super saison et un super dernier match. C'est galerie pleine. Troisième match contre Massagno. Non, mais surtout, moi je vous avoue, je suis passé par tous les états. En 3 matchs. Le premier, tu le perds à la maison. Ouais. Tu dois être rendu le dimanche à Massagno où tu n'as pas gagné un match de la saison. Tu te dis, c'est fini quoi. Mais non, on est arrivé. Il y avait 6-0. Exact. Puis non, j'ai senti que les gars, c'était vraiment les yeux du tueur. Tous les joueurs ils étaient tous prêts quoi. Puis après, on revient à Vevey, puis là, je me suis dit, bon, allez. Puis là, c'était magnifique. Alors, écoute ma journée. Je travaille jusqu'à 18h30 au bureau. Avant le match, tu vois, j'étais complètement épuisé et je dois me pointer à 19h. Puis là, j'arrive dans ces galeries, mais franchement, c'est un très beau souvenir quoi. Tu connais l'histoire, hein, les gars sont alignés, voilà, machin, et tout d'un coup, le jet de papier toilette, les confettis et les galeries, mais pleines à ras-bord dans une chaleur. Et tu joues, et qu'est-ce qui se passe? Prolongation. Ah. Prolongation. Puis c'est là que, c'est pour ça que je respecte beaucoup ce joueur. C'est là qu'Herman Alston nous a regardés. Il a dit, bon les gars, c'est fini la plaisanterie. Et il a marqué les 10 derniers points de l'équipe. Ouais, à lui tout seul. Il était fort. À lui tout seul. Salutations Herman, si tu nous écoutes. Vraiment, là c'était un super souvenir. Tous les jours, j'ai joué avec lui, tu sais, à Montaigne. Et je me souviens, il était en fin de carrière, mais tous les matins, il était à la musculation. Ouais. Tous les matins. Ouais, il n'y a pas un jour de repos. Il entretenait son corps. Mais durant cette saison, on est passé par tous les trucs. On a fait un match à Vacalo qu'on avait perdu. Il y avait Manuel Raga. On est dans le bus. Tempête de neige sur la Suisse, on est bloqué sur l'autoroute. On a mis t'étais peut-être avec nous? Non, j'étais pas là. Mais peut-être avec lui, c'était Daniel Billon, si je me trompe pas. On avait mis on est parti à 24 heures. 24 heures. Non. 24 heures dans un bus bloqué sur l'autoroute. Il y a même une station-service qui était dévalisée. Et on avait le bus des joueurs de Martigny qui étaient. Alors tu penses bien, ils avaient assez de carburant. On a passé d'un bus à l'autre. Mais c'était épique, ouais. Sacrée saison, ouais. Belle saison. Il y a Cédric Lozada qui écrit par rapport à ce que tu disais avant, j'imagine, par rapport à votre truc à Rouen, là, votre tournoi. Lozada qui dit on se couchait pas là. Oui, j'en doute bien, Cédric. Je m'en doute bien, mais tu te rappelles que nous aussi, on se couchait pas. Puis quand on vous a fait du footing le matin à 8h en train de tourner autour de ce lac, de cette auberge, je sais pas si tu t'en rappelles, nous, on n'avait pas dormi de la nuit, Cédric. On est juste de rentrer. D'ailleurs, Alain, donne-nous un peu des anecdotes croustillantes que tu as pu avoir avec les étrangers, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. En dehors du terrain? Écoute, moi je m'occupais pas trop de leur vie privée ou des choses comme ça. T'es pas le genre de coach. Tu sors pas avec eux, tu partages rien. Non, je sais pas comment ça se passe. Non, vraiment pas. Quand j'étais jeune coach, je l'ai fait. Mais en fait, j'avais pour partie de dire, ok, une fois par année, je vais sortir avec l'équipe. Okay. Donc tu penses bien, quand on disait ça aux gars, j'en prenais pour mon grade, quoi. Je me voyais plus les mains après 3 heures. J'ai fait ça à Martigny avec une super équipe aussi. Avec Eric Maurice, Ziad Kikara, Ziad Kikara et tout ça, mais ils m'ont fait sortir une fois, ils étaient contents. Le coach buvait, alors ils étaient contents, quoi. Mais je faisais ça une fois par année, ouais. On a parlé de ton meilleur souvenir, et ton pire souvenir, c'est quoi? Mon pire souvenir de basket? Ben oui, on restera dans le basket. Écoute, en gros, j'en ai pas trop. Non, mais écoute, je vois pas là. Peut-être je reviendrai là-dessus, mais je pense pas que j'ai vraiment de mauvais souvenirs au basket suisse. Non, mais c'est bien. J'ai souvenir, je sais plus l'année, bon, je contre vous en Liga, aux Galeries, et puis il y a. T'étais avec qui? Je sais, Boncourt, je crois. Okay. Ouais, parce qu'il les a tous faits, donc. C'est ça, il faut préciser le club, Steve. Mais je me souviens, vous avez perdu le match et un supporter était venu vers toi. Oui, non, mais ça, un supporter était venu vers toi, il t'avait incendié, insulté, et je crois qu'il t'avait même lancé la carte de membre. Et là, j'ai vu Alain Perlotto se transformer en super guerrier. Mais c'est l'histoire où j'ai démissionné après. Ouais, justement. C'était la saison qui était compliquée parce qu'on avait fait une bonne saison jusqu'en décembre. C'est pas un super souvenir, ouais. Parce que ça, j'aurais dû me contrôler là. On va pas aller ça, dans je les regrette. détails, mais
Tu étais très fâché. Fâché, oui, il y avait des joueurs qui n'arrivaient pas à me retenir. Voilà. Ouais. Et, bon, sur le moment, sur le coup, on peut comprendre. Hein. Ah oui, ouais, mais c'était pas, écoute, c'était pas justifié. C'était difficile cette saison. Moi, je trouvais que c'était ça aussi que j'aimais pas trop cette saison-là, c'est que le COP à Vevey avait été très très dur avec moi, et puis sur les réseaux sociaux aussi. Puis moi, j'aimais pas trop parce que j'étais jeune. Déjà des réseaux sociaux à l'époque. Oui, ça parlait un petit peu, et puis. Le forum, le forum, exactement. Forum, voilà, on y est. Oui, et puis, il fallait me virer à tout prix. Puis c'est dur quand tu es passionné. Du coach, hein. Ouais, tout à fait. Puis là, j'ai appris. Mais j'avais fait pas des choses non plus très correctes avec le COP, moi, cette année-là. Okay. Ouais. C'est quoi? Ouais, j'avais fait un doigt d'honneur. Hein. Carrément un doigt toi aussi? Oui. Ah, il est sûr. On les a collectionnés, je crois. J'avais fait un doigt d'honneur au COP, ouais. Mais à ce match-là, ouais, j'avais pété les plombs. Peut-être que c'était la fin d'un cycle, hein, parce que je me rappelle que dans le vestiaire, le message passait plus. Ouais. Je parlais aux gars, j'essayais d'encourager, j'utilisais tous les types de discours, mais tu sentais que ça passait plus, quoi. Il fallait un changement. Alors c'est Antoine qui a pris la place. Voisin, en parlant de discours, est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir un match, de voir un film où tu vois un super discours et de reprendre un peu de, je sais pas, type tu vois un film Coach Carter, tu dis ce discours là il est top, et puis tu reprends un peu des passages de ça? Non, j'ai jamais fait ça. J'ai beaucoup utilisé les clés qu'utilisait Patrick Macazaga ou le coach américain. Ouais. J'ai beaucoup utilisé cette façon de faire les speeches d'avant-match, de préparer l'équipe. Ouais. J'ai beaucoup utilisé ça, mais j'ai jamais imaginé voir un film et puis me dire je vais raconter un truc comme ça. Non. Et c'est quoi Mais t'as étudié, t'as lu pour devenir coach, t'as appris. Alors pour devenir coach en Suisse à l'époque c'était pas grand chose, hein. Tu fais des papiers pour devenir coach. Non mais je dis pour apprendre ton métier, enfin ton métier. Oui. Parce que je suis allé aux États-Unis, j'avais beaucoup de bouquins, je lisais beaucoup de bouquins, je regardais beaucoup de cliniques à l'époque, c'était sur des vidéos. Donc je regardais des cliniques, je faisais beaucoup de choses comme ça, ouais ça m'intéressait pour me tenir à la page. Et j'étais toujours présent. Exactement, j'étais toujours présent pour voir ces cliniques. J'ai toujours apprécié de voir les coachs étrangers venir donner la leçon et puis nous expliquer comment ils font. Et comment tu faisais pour essayer de donner confiance aux joueurs justement? Si tu vois que ton étranger il a été dans une mauvaise passe ou à son pourcentage qui était en baisse, voilà comment. Alors moi j'utilisais ce que j'ai appris de mes coachs pro, c'est qu'il y avait des entretiens personnalisés, je discutais avec le gars, je le voyais en aparté, je lui montrais certaines choses sur le terrain, etc. Comme font tous les coachs pro. Quand un joueur est dans une mauvaise passe, tu peux pas laisser passer, donc tu dois t'occuper de lui, puis essayer de comprendre, voir ce qui se passe. Après, s'il est vraiment pas bon, là, tu as un problème. Et puis là, j'ai une anecdote croustillante. Parce que, on l'aura. J'ose pas dire le nom du gars, mais c'est un de tes concurrents au niveau professionnel. C'est un joueur qui a joué à Puy, qui a joué à Vevey aussi. Okay. Je sais pas si tu vois qui c'est, non? Je crois vraiment, on n'est pas concurrent. Il y a du boulot pour tout le monde. Exact. Ouais. Alors lui, il ne voulait pas défendre. C'était un super attaquant, mais il ne voulait pas défendre. Et puis à l'entraînement, il n'était pas cool parce qu'il utilisait les mauvaises techniques, il tenait le bras et ça énerve les joueurs. Hein, ça vous énerve, moi je comprends, ça pourrait m'énerver comme joueur. Et puis en match, il défendait pas, puis finalement, moi, on a décidé de s'en séparer. Ouais. Alors on m'a donné un nom d'un autre joueur qui ne s'est pas avéré, mais... Et puis bien entendu, quand tu annonces aux joueurs, ça c'est une erreur que je ne ferai plus jamais, tu l'annonces le jeudi, tu es sûr que le samedi, le gars, il va te planter 40 points. Et c'est ce qu'il avait fait. Alors on avait quand même perdu le match, mais il m'avait regardé et il m'avait planté 40 points. Alors après, je pouvais toujours lui dire, mais attends, t'as planté 40 points, mais ton gars, il en a mis aussi 30. Ouais. Mais t'apprends aussi que certains, ouais. De quoi on va parler? Ton avenir basket, à toi, c'est quoi? C'est où? Écoute, pour l'instant, c'est la petite pause. Parce qu'il y a l'été, et puis je vais regarder un peu ce qui se passe. Et puis après, on va voir. Moi, je choisirai toujours quelque chose où je trouve qu'il y a un challenge intéressant, que ce soit dans les jeunes ou même chez les adultes. Il faut quand même que les gens qui fassent partie de l'équipe soient un petit peu concernés. J'ai eu une équipe une année où c'était compliqué parce que certains joueurs n'étaient pas trop concernés, puis ça m'a pas trop plu l'expérience. Donc là, je me dis non, si je prends une équipe, je veux une équipe de jeunes qui en veut, ou bien une équipe d'adultes. Donc ce serait surtout jeunesse? Ouais, écoute, ça peut être les deux, hein. Moi j'ai pas de souci. Hein. D'accord. Je suis pas, Après, la Liga, je répète encore une fois, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement pour les coachs qui sont pas professionnels. Et là, je laisse la place à des coachs pro suisses, il y en a. Donc là, je répète encore une fois, les clubs, soyez conscients de ça.
Parce qu'après, peut-être ces gens-là, ils partiront ailleurs et puis voilà, vous n'en aurez plus. Alain, quel bilan dresses-tu du championnat suisse, toi qui as pu le voir évoluer à travers toutes ces années? Première question, le niveau. Est-ce que tu trouves qu'il a vraiment évolué avec le championnat maintenant puis celui d'il y a 20 ans? Oui, non, il n'y a aucun doute là-dessus. Le niveau athlétique des joueurs en Suisse, le fait que certains joueurs aient fait leur formation en France, à l'étranger, le niveau qu'il y ait des coachs professionnels d'un certain statut, c'est sûr que par rapport à ça, le basket suisse, il a évolué. À l'époque où j'ai commencé à coacher, le niveau n'était pas le même. Et puis il y avait des joueurs suisses qui étaient faibles physiquement. Maintenant, si tu veux jouer en Ligue 1 en Suisse, il faut quand même avoir une bonne stature physique et puis tu dois avoir une certaine qualité athlétique. Ça, sans conteste. Maintenant, comme tu dis, il y a des clubs pro, il y a des clubs pas pro. Donc il y a des équipes où tu vois tout de suite où il y a une faiblesse parce que ils n'ont pas l'occasion de s'entraîner assez, puis ils sont pas assez structurés. Non, le niveau en Suisse, il a évolué, c'est normal, heureusement. Heureusement, parce qu'autrement, on en serait, je sais pas, à jouer aux boules ou à la pétanque. Après, c'est sympa la pétanque. C'est vrai. Ouais, c'est sympa, mais c'est pas le même sport. Avec le quand même. pastis. Avec le pastis, ouais. Mais par contre, c'est vrai que ce niveau-là a évolué, mais le niveau international, tu es d'accord, il a évolué aussi. Et puis, pour régater, là, la Suisse, c'est encore du boulot, quoi. Encore du boulot. Et puis, comme on le sait, ces joueurs qui jouent en NBA, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et puis voilà, si on n'arrive pas à former nos jeunes, et faire comme certains pays qui ont formé vraiment leurs joueurs à l'interne, comme en Finlande, je te rappelle, et ces pays-là ont dit stop, maintenant on va faire de la formation, et puis on va mettre les moyens dessus. Alors il faut un peu une aide de l'État à mon avis, mais là, ils veulent pas le sport d'élite en Suisse. C'est difficile en ce moment. Non mais en Suisse, ils aiment pas trop, on dirait qu'ils aiment pas le sport d'élite, ils trouvent que ça a aucun sens, alors que ça a un sens pour pas mal de jeunes. Moi, quand je jouais, tu fais quoi? Moi je suis basketteur. Non mais tu fais quoi? Enfin, je fais du basket. Non mais allez, comme vrai métier. Ils comprenaient pas. Non, ils comprennent pas, non. Alors que tu pourrais avoir ça en Suisse, quoi. Et encore une petite question, après je te laisse poser une petite question, voisin. C'est par rapport au nombre d'étrangers. Tu as vu l'évolution du nombre d'étrangers à travers toutes ces années. On est passé tu sais mieux que moi, mais de 2, 3, 4, à même 7 à un moment. Toi, quel est ton positionnement? Est-ce que tu penses qu'il faut avoir beaucoup d'étrangers dans le championnat suisse, ou tu serais plutôt d'avis de dire que 1 ou 2 max, et puis après on fait les joueurs suisses? Alors voilà, c'est une direction à prendre. Si tu décides, comme à l'époque où il n'y avait que 2, mais tu mets toute la formation sur les joueurs suisses, et puis tu vas en prendre 2 qui sont suffisamment forts. Très fort. Mais là, j'ai trouvé qu'à un certain moment, on était dans l'excès, on faisait venir n'importe qui. N'importe qui n'avait pas le niveau et qui, par rapport à un joueur suisse, ne méritait pas de jouer plus. Donc ça a créé un déséquilibre. Maintenant, toi, il faut vivre avec son temps. C'est compliqué d'avoir une équipe Vezan avec Frey, Porchet. Tu vois ce que je veux dire? Avec tous ces joueurs du cru, c'est compliqué. Maintenant, t'en as de moins en moins. Les joueurs voyagent. Les joueurs vont peut-être rester ici, mais après aller s'entraîner en France ou faire leur carrière en France. Donc je pense qu'il faut vivre avec son temps. Mais c'est vrai que la solution, c'est l'éternel problème, ce nombre d'étrangers. Est-ce qu'il en faut 2, 3, 4? Tu sais, il y a 30 ans ou 40 ans, en Espagne, ils en avaient 1. Ah ouais. Et ils ont tout fait pour avoir une formation. Et ils sont presque pas arrivés en fait. Ils ont dû attendre qu'ils en prennent quand même 3. Puis après ils ont eu les Gasol, etc. Ils ont eu cette génération, mais ils ont essayé et ils se faisaient ridiculiser sur la scène européenne. Ils avaient un étranger, mais ça n'a pas marché forcément. Donc ils sont revenus en arrière. Ils ont dit non, il faut quand même dans une équipe, il faut un juste équilibre. Je pense sur 5 joueurs sur un terrain, je pense que 2 c'est parfait. 2 c'est parfait. Tu voterais pour 2? Ouais, 2 c'est parfait. Okay. Ouais. Intéressant. Ouais, c'est pas mal. Mais comme ça, 2 d'un très bon niveau. Bah oui, 2 d'un bon niveau, comme on avait à l'époque. Et puis après, tu peux. Ou bien on revient à la règle qui est anecdotique, mais tu vas me dire ça fait du travail en moins pour les agents, mais 2 et un bossman. Puis voilà. Pourquoi du travail en moins? Parce que les agents, ils pourront pas fournir tout ce qu'ils veulent. Nous fourguer tout ce qu'ils veulent. Non, mais parce que franchement, des fois, quand j'ai vu certaines rencontres ces dernières années, franchement, il y a quand même des joueurs étrangers qui n'ont rien à faire là. Par rapport aux joueurs suisses, quoi. Mais ça, ils n'ont rien à faire sur un terrain. Et je ne comprends pas que les clubs se disent oui, mais bon, il n'est pas cher, alors on le prend. Mais non, il est cher quand même par rapport à l'investissement. C'est de l'argent que tu n'économises pas pour mettre sur un centre de formation, bien sûr des équipes jeunes, compétitives. Non, ça c'était une gageure. Après maintenant, voilà quoi.
Mais comme je te dis, le basket évolue. Là, je vois une équipe ici, Vevey, je vois qu'ils recrutent pas mal de joueurs qui ont été formés à l'extérieur, donc aux États-Unis. Après, ça donne ce que ça donne, hein. Mais on sent qu'il y a, voilà, que ça s'internationalise, comme on dit. Puis ça, on ne peut pas y échapper. Hein. On arrive bientôt au bout. On va quand même parler un petit peu de Thabo Sefolosha. On a une question qui va suivre, mais on va déjà parler un petit peu de son actualité. C'est quoi son actualité à Thabo Sefolosha? Bon, je ne vais pas faire une réponse. Écoute, je le connais un petit peu, Thabo, après avoir discuté un petit peu avec lui. Mais il a une actualité difficile actuellement parce que il doit s'entraîner avec les Houston Rockets. Puis ils doivent aller à Orlando, dans un lieu où pas mal de joueurs en NBA, vous regardez les nouvelles, ont été infectés par le Covid. Et puis je pense que ça l'enchante pas trop, parce que moi je peux comprendre, hein, père de famille, etc. Il a une actualité difficile là. C'est assez compliqué pour lui la situation. Et pour une fin de carrière, c'est pas top. Ouais, parce que là il se trouve sans contrat, hein, si j'ai bien compris. Oui, il se trouve sans contrat. Il a la passion du basket, mais il faut pas oublier quand même, hein, 14 ans de NBA, ça vous use quand même un petit peu. Hein. Même si vous adorez toujours ce sport, hein, mais je pense qu'il a peut-être dans sa tête peut-être aussi besoin de faire un break, je sais pas. D'accord. On doit lui demander en direct quand on arrive à l'inviter. Allez, Thabo, on t'invite. Il y a une question de Nicolas Schenk. Nicolas, ouais. Alors, en parlant de Thabo, ne crois-tu pas qu'à des niveaux sportifs, à quel niveau sportif il est arrivé, il ne pourrait pas rendre financièrement un peu au basket de la région, en sachant que son image sert déjà au basket de la région et dans toute la Suisse? Alors, c'est une question que Nicolas pose souvent. Il a son avis là-dessus. Pour lui, c'est oui. Alors, pour moi, bref, je ne veux pas me mettre à sa place, c'est à lui de répondre. Tony Parker, tu vois, du côté de Lyon, moi, je vois ça comme ça. Bon, je ne peux pas me mettre à la place de Thabo pour répondre, non, bien sûr. Mais moi, je pencherais plutôt de cet avis-là. Je ne vois pas un joueur NBA venir mettre 500 000 francs comme ça gratuitement dans un club, sachant que c'est un club de Liga suisse qui n'a aucune médiatisation et qui n'a pas d'avenir. La seule chose où il pourrait s'investir, c'est dans un centre de formation, tout simplement. Et c'est ce que fait très bien Tony Parker, avec d'autres moyens, ça c'est sûr. On est d'accord. Mais il a compris l'histoire, Tony, et il a dit, non, attends, moi si je veux que mon club dure, il faut que je fasse un centre de formation. Féminin, masculin, il fait sa salle. Alors, ce n'est pas les mêmes moyens ici. Non, mais ça, c'est le seul projet qui pourrait, à mon avis, en ayant discuté avec lui, qui pourrait vraiment l'intéresser. C'est le seul. D'accord. La formation des jeunes joueurs, la progression de ces jeunes joueurs. Ouais. La preuve, il fait son camp un petit peu aussi pour ça, pour voir les jeunes, pour voir comment ça se passe. Je te remercie de cette réponse. On va quand même un petit peu parler du 3-3. C'est vrai que moi, j'aime bien parler du 3-3. Selon toi, c'est viable? Est-ce qu'on a vraiment... La Suisse a des réelles chances, une fois peut-être de médaille, de gagner un championnat du monde ou de quoi que ce soit? Écoute, le 3-3, alors moi j'étais comme vous, peut-être je suis pas comme toi si j'ai bien compris. Au début j'étais comme coach, mais ça va pas, ça sert à rien, ça, c'est pas du basket. Puis je me suis mis à regarder comme ça, un soir je m'embêtais un petit peu, je regarde MySport et je regardais un petit peu ces tournois avec Lausanne, avec Gilles Martin et son équipe. Et j'ai trouvé que c'était un sport intéressant. J'ai trouvé que c'était du basket intéressant du point de vue athlétique et physique, parce que ça demande, c'est intense, ouais. Ça demande une intensité que tu ne trouves pas sur un terrain. Seulement sur les actions où tu joues dans les actions à 4-5 secondes. Et ça, j'ai trouvé que c'était pas mal. Maintenant, soyons réalistes. Soyons réalistes en Suisse. Là, tu vois que ce sont des Américains qui sortent d'université, certains n'ont même pas eu de contrat professionnel, qui sont champions du monde, des Serbes que personne ne connaît, peut-être en Serbie, mais que personne n'a vu jouer ailleurs dans des grands clubs d'Euroleague. Le jour où les équipes nationales pour des Jeux Olympiques enverront les vrais basketteurs, et même sur du 3-3, ils y arriveront. Parce qu'il y a des basketteurs qui savent tout à fait jouer au 3-3. La preuve, nous on a des basketteurs qui le font, et ils y arriveront sans problème. Et la Suisse, elle ne peut pas régater par rapport à ça. Elle ne peut pas régater. Moi, j'ai juste une chose à dire, c'est que j'ai trouvé que c'est très bien de développer ce sport pour faire comprendre aux jeunes, voilà ce que c'est que le basket. C'est un truc très intense. Alors après, si tu veux faire dans un club, tu verras, ça dure plus longtemps, tu es en équipe, c'est plus sympa. Mais ce que j'ai trouvé, c'était le fait de perturber par exemple notre saison chez les filles. Moi, ça m'a agacé comme coach. Alors on m'a dit, c'est les présidents de Liga féminine qui ont voté, ils étaient d'accord. J'ai trouvé aberrant qu'on organise des pseudo-tournois de 3-3 dans toutes les salles de Suisse, où des joueuses se sont blessées pour leur championnat, et tout ça pour donner des points à notre équipe nationale de 3-3. Oui, et qui va aller, quand je demandais aux joueuses, mais c'est vous qui allez finalement faire ce tournoi à Tokyo ou ailleurs? Ah non, c'est elle, on sait déjà qui c'est.
Je dis, ben non, attendez les gars, moi je ne ferais pas ça comme joueur. Et les joueuses ne voulaient pas le faire. Les joueuses n'étaient pas motivées. Alors à Trois-Torrents, c'est spécial, on en avait 2 qui étaient dans les remplaçantes. Mais toutes les autres joueuses, mais ça ne les intéressait pas de passer leur dimanche, faire des tournois de 3-3 pour faire quoi? Pour donner des points à d'autres joueuses qui, elles, allaient tranquillement faire un joli voyage. La solidarité, là, elle ne marchait pas. Pas du tout. Parce qu'elle n'avait aucun sens. Voilà, c'est mon avis. Excuse-moi, Giancarlo. Hein. Mais tu crois pas que c'était désolé pour faire monter de quelques places de basket suisse? C'était pour faire monter de quelques places de basket suisse, mais de nouveau, est-ce qu'elles y arriveront? Je suis pas persuadé. Bon, il y a eu des bons résultats, non? Mais ça, je connais ta fibre patriotique, porter le maillot à croix blanche. Il n'y a aucun souci. Même mon logo, il est rouge, tu vois. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Mais cette façon de faire là, moi, je trouvais ça aberrant, quoi. De perturber la préparation d'équipe pour quelque chose qui finalement ne concernait pas les joueurs. Ouais. Et là, le message, la façon de faire n'était pas bonne. Ils auraient pu peut-être le faire en fin de saison. Tu le fais en fin de saison, les joueurs, ils aiment bien toujours venir en fin de saison, hein, vous venez dans les salles. Mais de le faire au début de saison, pendant une préparation, tu perturbes tout le monde. Ils l'ont fait cette année-là? Ils l'ont fait cette année, ouais, c'est ça que j'ai vécu. J'étais assis, Antoine m'expliquait ça, je disais mais ça sert à quoi hein? En début de saison, pendant notre préparation, puis des clubs ont eu des joueuses qui se sont blessées. Ouais, intéressant ton point de vue. Ouais. Ça serait intéressant de voir le point de vue des autres coachs. Mais j'ai pas dit que j'aimais pas le 3-3. Hein. Je te dis, ça m'a passionné, parce qu'en fait au début je connaissais pas. Et puis j'ai aimé, après je me surprenais à voir ces games, hein. Les Serbes là, ou bien même les Américains, ou bien même Lausanne. Hein. Ça m'impressionnait quand même, la vitesse de jeu, la réactivité, le fait que tu n'as pas de temps mort, c'est toujours à 200%. Ça j'ai trouvé que c'était quand même des athlètes, quoi. Après, au niveau basket, il y a des choses, voilà, tu peux pas en faire beaucoup non plus, tu vois. C'est soit tu la mets à l'intérieur, soit tu fais un pick and roll, soit tu shootes, parce que c'est limité, hein. Mais ça, j'ai trouvé intéressant. Moi, je pensais que c'était pas du basket, mais ça en est quand même. Mais ça t'apprend. C'est un basket différent. Oui, mais ça t'apprend pour le développement personnel du joueur, c'est pas mal. Monsieur Louis Saint, oui. As-tu encore peut-être éventuellement une question pour Monsieur Alain Perlotto? Parce que là, nous arrivons déjà à pour l'anecdote. Tu vois qu'il a quelque chose à dire. Alain, c'était un de mes premiers coachs quand j'ai commencé le basket à Yverdon, Uzi Basket. Salutations à Olivier d'ailleurs, Olivier Schott, le président d'Uzi Basket, qui fait un très très bon boulot là-bas. Mais c'était un de mes premiers coachs et je me souviendrai toujours. J'arrive à l'entraînement, et puis on arrive à l'entraînement. C'est bon. Écoute, on arrive à l'entraînement, mais 1 minute en retard. Non, je te promets, hein, je me souviens, mais on arrive tranquille, quoi. Et les gars, vous faites quoi? Et c'est là, et on était là. C'était le premier entraînement. On s'est dit, oh là là, ce coach-là, il doit être dur. Mais non, j'ai une anecdote, mais on avait passé une très très bonne saison. Garner. Avec mon frère Garner, ouais. Elle est vraiment drôle. J'ai entraîné aussi en mini-basket, puis on a passé 1 heure à faire du dribble, tu sais, sur les lignes, pour leur apprendre à diriger le ballon, à faire des cônes, tout ça. Et puis je parlais dribble, je disais toujours le mot dribble. Puis à la fin, je les réunis, les kids, là, puis je leur dis, alors les gars, vous avez retenu quoi? Et puis vous avez une question. Puis t'as Garner qui me sort, coach, c'est quoi dribbler? Il venait d'en faire 1h30, ça va pas. C'était un vrai clown, ouais. Beaucoup de plaisir avec ces gamins. Écoute, ce sera le mot de la fin. Il est passé 9h. J'espère que tu as passé un agréable moment avec nous. Vraiment, vraiment sympa. C'est vraiment cool. On t'a pas dit, l'invité, il paye une bouffe. Ne se dis pas ça parce qu'il y a personne qui va venir. Il y a un truc. Et merci à tous de nous suivre aussi nombreux. Les chiffres de la dernière émission, waouh, impressionnant, on s'attendait pas à ça. Donc, nous, ça nous motive à continuer. Et puis voilà, on va lancer les prochaines invitations. Oui, la semaine prochaine, notre invité sera personne d'autre que Randoald de Sarzan, le coach depuis Lausanne Foxes, qui va nous faire l'honneur de venir. Donc, je sais pas comment il va faire pour passer après toi, quoi, ça va être. Non, ça va être très compliqué. C'est à côté du soleil. Non, salutations à lui. J'espère que tout va bien pour lui et puis que. C'est ce qu'on verra. D'ailleurs, est-ce que tu as une question à lui poser qu'on pourra lui poser la semaine prochaine? Si tu veux que je pose une question à Rando. Est-ce qu'il se rappelle d'un match un soir d'hiver avec un joueur qui s'appelait Jason Niblett et puis lui il était monté en Liga avec cette équipe, il avait Dwight Walton, il avait on parle de Boncourt là. Il avait Dion George, mais il doit se rappeler de ce match
de ce joueur-là. Si c'était un bon souvenir pour lui, j'aimerais savoir. D'accord, on la met de côté et puis on en parlera la semaine prochaine. Merci Alain, merci pour ta présence. Ouais, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Encore un grand merci à Alain Perlotto. Merci Steve. Bisous. Et j'aimerais dire un grand merci à Voisin, je l'appelais comme ça, parce que c'est l'idée est venue de nous, cette émission, mais c'est lui qui met en place toute la partie technique. T'as vu à quelle heure il arrive? J'étais en train de faire transpirer du monde, mais non. Son coach, hein. Sérieusement, merci Voisin, parce que tu fais un gros boulot. Les gens ils se rendent pas compte, mais il y a beaucoup de mise en place, et puis voilà. Personnel. Merci. Allez, ciao à tous. Merci.